Une certaine confusion régnait encore sur l'état des choses du monde, à l'âge où cette histoire se déroule. Il n'était pas rare de tomber sur des noms et des pensées, et des formes et des institutions, à quoi ne correspondait rien d'existant. Et par ailleurs, le monde pullulait d'objets et de facultés et de personnes qui n'avaient aucun nom et qui ne se distinguaient pas du reste. C'était une époque où la volonté et l'obstination d'être de la partie, de laisser une empreinte, de faire corps avec tout ce qui existe, n'étaient pas exploitées entièrement. Vu que beaucoup n'en faisaient pas grand-chose, par misère ou par ignorance, ou parce que finalement tout leur réussissait également. Et du coup, une certaine quantité de ces forces allait se perdre dans le vide. Il se pouvait alors que cette volonté et cette conscience de soi, ainsi diluées, allassent se condenser en un point précis, qu'elles formassent un grumeau, comme l'imperceptible pulvérulence aqueuse peut se condenser en flocons de nuages, et que ce caillot, par hasard ou par instinct, vint tomber sur un nom ou sur une maison, comme il en existait alors souvent de vacants, sur un grade de la hiérarchie militaire, sur un ensemble de tâches à accomplir et de règles bien établies, et surtout sur une armure vide, parce que déjà sans ça, par les temps qui couraient, même un homme qui y était s'exposait au risque de disparaître. Alors pensez donc, un homme qui n'y était pas. Et voici comment Agilulf de Gildiverne avait commencé à œuvrer, et s'était procuré cette gloire. Moi qui raconte cette histoire, je suis sœur Théodora, religieuse de l'ordre de Sainte-Colombe. J'écris dans un couvent, en recomposant ce récit à partir de vieux parchemins, de jacasseries entendues au parloir, et de quelques rares témoignages de gens qui avaient été présents. Nous, les nonnes, des occasions pour parler avec des soldats, nous n'en avons pas beaucoup. Ce que je ne sais pas, j'essaie de l'imaginer, donc, car sinon, comment pourrais-je faire? Et toute l'histoire n'est pas claire à mes yeux. Vous devez vous montrer compatissant. Quand on est une fille de la campagne, fût-elle noble, quand on a toujours vécu à l'écart de tout, dans des châteaux isolés puis dans des couvents, mis à part les fonctions religieuses, les triduums, les neuvaines, les travaux des champs, les moissons, les vendanges, les châtiments, les fustigations de serfs, les incestes, les incendies, les pendaisons, les invasions des armées, les sacs-cages, les viols, les pestes, on ne voit pas grand-chose. Qu'est-ce que pourrait bien savoir du monde une pauvre sœur? Donc je continue laborieusement cette histoire, dont j'ai entrepris le récit pour faire pénitence. Et maintenant, Dieu seul sait comment je vais faire pour vous raconter la bataille. Moi qui, des guerres, Dieu me garde, je me suis toujours tenu à l'écart. Et qui, à l'exception de 4 ou 5 conflits qui se sont déroulés dans la plaine sous notre château et que nous suivions quand nous étions encore gamines depuis les créneaux, entre les chaudrons de poix bouillante, et il y en avait un sacré nombre de morts englués qui restaient là à pourrir, ensuite dans les prés, et on les retrouvait pendant qu'on jouait l'été d'après sous une nuée de frelons. Moi, qui, disais-je, de bataille, ne sais vraiment rien. Et Rimbaud, lui non plus, n'en savait pas davantage, même s'il n'avait pensé qu'à ça durant toute sa jeunesse. C'était son baptême du feu.
Il attendait le signal de l'attaque, là, en file, sur son cheval. Mais ça ne lui procurait aucun plaisir. Il était trop chargé. La cotte de maille en fer avec le gorgerin, la cuirasse avec son colletin et les épaulières, la pensière, le homme à bec de passereau par la fente duquel il ne voyait presque rien de ce qui se passait à l'extérieur, la cotte d'armes par-dessus l'armure, un bouclier plus haut que lui, une lance qu'il balançait dans la tête de ses compagnons à chaque fois qu'il se retournait, et en dessous de lui, un cheval dont on n'apercevait rien, vu le caparaçon de fer qui le recouvrait. Quant à racheter la mort de son père avec le sang de l'argalif Izoard, l'envie lui en était déjà passée. On lui avait dit, en regardant des cartes où étaient indiquées toutes les formations, « Quand la trombe sonne, tu galopes tout droit devant toi, lance pointée, jusqu'à ce que tu l'embroches. Izoard combat toujours à cet endroit de sa formation. Si tu ne pars pas de travers, tu tomberas sur lui. Ça peut pas rater. À moins que l'armée ne parte en bibine, chose qui n'arrive jamais au premier choc. Ah, Seigneur, il peut toujours y avoir un petit écart, mais si tu ne l'embroches pas toi-même, tu peux être sûr que c'est ton voisin qui le fera. » Pour Rimbaud, dans ces conditions, plus rien n'avait d'intérêt. Le signe que la bataille avait commencé, ce fut l'atout. Il vit, au loin, un gros nuage de poussière jaunâtre qui s'avançait, et un autre gros nuage se leva du sol, parce que les chevaux chrétiens, eux aussi, s'étaient élancés au galop. Rimbaud commença à tousser, et toute l'armée de l'empereur toussait, s'étouffant dans les armures. Et toussant ainsi et piaffant, elle courait vers le nuage infidèle, et entendait la toux sarrasine qui se rapprochait déjà. Les deux nuages s'unirent. La plaine tout entière retentit des quintes de toux et des lances mêlées. L'habileté du premier choc ne consistait pas tant à embrocher, parce que contre les boucliers on court le risque de casser sa lance, et en plus à cause de l'élan, d'aller se fracasser la tête par terre, qu'à désarçonner l'adversaire en lui fichant la lance entre le séant et la selle, au moment précis, hop, de la caracole. Ce qui pouvait tourner mal, parce que la lance pointée vers le bas allait se ficher à chaque fois dans un obstacle, ou même se planter dans le sol, pour faire levier en t'arrachant de la selle comme une catapulte. Le heurt des premières lignes était comme un envol de guerriers, agrippés à leurs lances. Et comme les déplacements latéraux étaient difficiles, vu qu'avec les lances on ne pouvait pas se retourner d'un centimètre sans les ficher dans les côtes des amis et des ennemis, il se créait immédiatement un tel embouteillage qu'on n'y comprenait plus rien. Et c'est alors que survenaient les champions, au grand galop, sabre au clair, et ils n'avaient pas de mal à trancher la mêlée à coups d'épée, jusqu'au moment où se retrouvaient face à face les champions ennemis, bouclier contre bouclier. C'était le début des duels. Mais comme le sol était déjà encombré de carcasses et de cadavres, il était difficile de se mouvoir, et quand il ne pouvait pas s'atteindre, il se couvrait d'insultes. Là, ce qui était décisif, c'était le degré et l'intensité de l'insulte, car selon que l'insulte était mortelle, sanglante, insoutenable, moyenne ou légère, on exigeait différentes réparations, ou même des haines implacables, qui se transmettaient de génération en génération. Donc, l'important était de se comprendre, chose qui n'était pas facile entre Maures et chrétiens, et avec les différentes langues maures et chrétiennes au milieu,
S'il arrivait une insulte indéchiffrable, qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Il fallait se la garder et rester déshonoré à vie. C'est ainsi qu'à cette phase du combat participaient les interprètes, troupes rapides, armées légèrement, montées sur des petits chevaux particuliers, qui tournaient autour des cavaliers, attrapaient les insultes au vol et les traduisaient illico dans la langue du destinataire. Kharhasus, caca de vermicelle, mouchrik, dégueu, pouilleux, escalvao, marane, hijo de puta, zabalkan. Merde. Ces interprètes, de part et d'autre, il avait été convenu tacitement qu'il ne fallait pas les tuer. Du reste, ils filaient à toute allure, et dans cette pagaille, s'il n'était pas facile de tuer un lourd guerrier, monté sur son gros cheval, qui avait du mal à bouger ses pattes tant on les lui avait entravées de cuirasses d'acier, vous imaginez ces acrobates. Mais pas de mystère. À la guerre comme à la guerre. Et de temps à autre, l'un d'entre eux y laissait la peau. Et eux, du reste, avec l'excuse qu'ils savaient dire fils de pute dans 2 ou 3 langues, ils devaient bien y trouver leur compte quand ils prenaient tous ces risques. Sur les champs de bataille, pour qui a la main leste, il y a toujours quelque chose à prendre. Surtout si on se pointe au bon moment, avant que s'abatte le grand essaim de la piétaille, qui fait butin de tout ce qu'il touche. Pour ce qui est de récupérer du matos, les fantassins, courts sur pattes, jouissent de la meilleure position. Mais les cavaliers qui les surplombent sur leur arçon arrivent au meilleur moment, les astourbissent du plat de leur lance et enlèvent le morceau. Par matos, je n'entends pas celui qu'on arrache aux morts, parce que dépouiller un mort est un travail qui demande une concentration spéciale, mais tout le matos qui se perd en chemin. Avec cette fichue habitude d'aller combattre en portant sur le dos un véritable chargement de harnois superposés, au premier choc, un déluge d'objets disparates s'abat sur le sol. Et qui pense encore à combattre? La lutte, alors, c'est pour les ramasser. Et le soir venu, rentrer au campement, c'est le moment des trocs et des marchandages. Prends ci, prends ça. C'est toujours le même matos qui passe d'un camp à l'autre, et d'un régiment à l'autre, au sein d'un même camp. Et après tout, qu'est-ce que la guerre? Sinon cette circulation de main en main de matos toujours plus mal en point. Pour Rimbaud, rien ne se passa comme on le lui avait dit. Il se jeta lance en avant, frémissant d'impatience que les 2 armées se rencontrent. Pour ce qui est de se rencontrer, elles se rencontrèrent. Mais tout semblait calculé pour que chaque cavalier pût passer entre 2 ennemis, sans même qu'ils s'effleurassent. Pendant un moment, les 2 armées continuèrent à courir chacune dans sa direction, se tournant réciproquement le dos. Puis elles se retournèrent, tentèrent de venir se battre, mais elles n'étaient plus sur leur lancée. Comment retrouver l'argalif dans toute cette mêlée? Rimbaud s'en alla percuter, bouclier contre bouclier, un sarrasin dur comme de la merluche. Laisser passer l'autre, il semblait qu'aucun des 2 n'en eût envie. Ils se poussaient avec leurs boucliers, alors que les chevaux plantaient leurs sabots en terre. Le sarrasin, avec un visage si pâle qu'on aurait dit de la craie, dit quelque chose. « Interprète !» hurla Rimbaud. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Un de ces vauriens passait par là en trottant.
Il dit que tu dois le laisser passer. Morbleu! Non! L'interprète traduisit. L'autre répliqua. Il dit qu'il doit aller de l'avant. C'est une question de service. Sinon, la bataille ne peut pas se dérouler selon les prévisions. Je le laisserai passer s'il me dit où se trouve l'argalif Izoard. Le Sarrasin fit signe vers une petite colline, en hurlant. Et l'interprète. Là, sur cette hauteur, à gauche. Rimbaud se retourna et partit au galop. L'argalif, drapé de vert, était en train de regarder l'horizon. Interprète! Je suis là. Dis-lui que je suis le fils du marquis de Roussillon, et que je viens venger mon père. L'interprète traduisit. L'argalif leva la main en serrant les doigts. Et qui est-ce? Qui est mon père? C'est ta dernière offense. Rimbaud dégaina l'épée. L'argalif l'imita. C'était un bon spadassin. Rimbaud se trouvait déjà en mauvaise posture quand fit irruption, hors d'haleine, le Sarrasin de tout à l'heure, avec sa face de carême. Et il hurlait quelque chose. « Arrêtez-vous, monsieur !» traduisit l'interprète à toute allure. « Pardonnez-moi, je me suis trompé. L'argalif Izoard est sur la colline à droite. Lui, c'est l'argalif Abdoul. »« Ah, merci. Vous êtes un homme d'honneur. » dit Rimbaud. Et il fit faire à son cheval un pas de côté. Et, après avoir salué de son épée l'argalif Abdoul, il se lança au galop vers l'autre hauteur. À la nouvelle que Rimbaud était le fils du marquis, l'argalif Izoard dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il fallut le lui répéter plusieurs fois dans l'oreille en criant. Pour finir, il opina et brandit son épée. Rimbaud se jeta contre lui. Mais à peine avait-il croisé le fer qu'il fut saisi d'un doute, qu'Izoard n'était pas non plus celui-ci, et son élan s'en trouva un peu émoussé. Il essayait de s'y mettre de tout son cœur, et plus il s'y mettait, moins il se sentait sûr de l'identité de son adversaire. Cette incertitude risqua de lui coûter cher. Le mort l'acculait avec des attaques toujours plus rapprochées, quand un brouhaha éclata à leur côté. Un officier mahométan était engagé au cœur de la mêlée, et tout à coup, il poussa un cri. À ce cri, l'adversaire de Rimbaud leva son bouclier, comme pour demander une trêve, et répondit en criant lui aussi. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Rimbaud à l'interprète. « Il a dit, « Oui, argalif Izoard, je t'apporte tout de suite tes lunettes. »« Ah, donc ce n'est pas lui !»« Je suis, » expliqua l'adversaire, « le porte-lunettes de l'argalif Izoard. Les lunettes, appareillage encore inconnu de vous, chrétiens, sont pour ainsi dire des espèces de lentilles qui corrigent la vue. Comme Izoard est myope, il est obligé de les porter au combat. Mais vu qu'elles sont en verre, à chaque rencontre il en abîme une paire. J'ai pour mission de lui en fournir de nouvelles paires. Je demande donc d'interrompre le duel avec vous, parce que sinon, pour l'argalif, avec sa faible vue, ça va mal finir. »« Ah, le porte-lunettes !» rugit Rimbaud. Et il ne savait pas s'il devait l'étriper de rage ou foncer contre le véritable Izoard. Mais quelle bravoure y aurait-il à combattre contre un adversaire qui n'y voit goutte? « Vous devez me laisser passer, monseigneur, » continua le lunetier, « parce que dans le plan de bataille, il est prévu qu'Izoard se maintienne en bonne forme. Or, s'il n'y voit rien, le pauvre, il est perdu. » Et il brandissait les lunettes, en criant vers lui. « Voilà, argalif, elles arrivent, les bésicles. » « Non, » dit Rimbaud.
et il balança un grand coup d'épée sur les vers, les faisant éclater. Au même moment, comme si le bruit des vers volants en éclats avait représenté le signal que c'était fini pour lui, Isoard alla s'embrocher Fissa sur une lance chrétienne. « Désormais, dit le lunetier, sa vue n'a plus besoin de lunettes pour regarder les houris du paradis. » Et il détala. Le cadavre de l'Argalif, tombé de la selle, resta accroché aux étriers par les jambes, et le cheval le traîna jusqu'au pied de Rimbaud. L'émotion de voir Isoard mort, à terre, les pensées contradictoires qui se bousculèrent dans sa tête, pensées de triomphe, parce qu'il pouvait enfin dire qu'il avait vengé le sang de son père, de doute, parce qu'il se demandait si le fait d'avoir obtenu la mort de l'Argalif en faisant voler en éclats ses lunettes permettait de considérer que la vengeance avait été consommée, de désarroi, parce qu'il se trouvait tout à coup privé du but qui l'avait conduit jusque-là. Tout cela ne dura qu'un instant. Puis il ne perçut plus que l'extraordinaire légèreté qu'il y avait à se trouver au milieu de la bataille, débarrassé de cette pensée obsédante, et de pouvoir courir, regarder autour de lui, se battre, comme s'il avait des ailes aux pieds. Avec l'idée fixe qu'il avait tenue jusqu'alors de tuer l'Argalif, il n'avait prêté aucune attention à tout ce qui concernait l'ordre de la bataille, et il ne pensait d'ailleurs pas qu'il y eût un ordre. Tout lui semblait neuf, et désormais, l'exaltation et l'horreur semblaient seules en mesure de le toucher. Le terrain de la bataille portait déjà sa floraison de morts. Effondrés dans leur armure, ils gisaient là dans des positions désarticulées, selon la manière dont les cuissards, les cubitières ou les autres parements de fer s'étaient disposés en s'entassant, faisant parfois tenir en l'air des bras ou des jambes. Par endroits, les lourdes cuirasses avaient été éventrées, et par là s'épanchaient les entrailles, comme si les armures n'étaient pas remplies de corps entiers, mais de viscères qu'on avait fourrés là n'importe comment, et qui débordaient au premier accroc. Ces visions sanglantes emplissaient Rimbaud d'émotion. Est-ce qu'il avait oublié, peut-être, que c'était bien du sang chaud qui donne du mouvement et de la vigueur à toutes ces enveloppes, à toutes sauf une? Ou bien lui semblait-il que l'insaisissable nature du chevalier à l'armure blanche s'était étendue au champ de bataille tout entier? Il donna des éperons. Il avait hâte d'affronter des présences vivantes, qu'elles fussent amies ou ennemies. Il se trouvait dans un vallon, désert, à part les morts et les mouches qui bourdonnaient sur eux. La bataille était parvenue à un moment de trêve, ou alors elle se déchaînait d'un tout autre côté. Rimbaud chevauchait en scrutant les alentours. Des sabots qui claquent, et un cavalier d'apparaître sur la crête d'une hauteur. C'est un sarrasin. Il jette un coup d'œil autour de lui, l'air absorbé. Il lâche le mort et détale. Rimbaud pique son destrier et se lance à sa poursuite. Le voici maintenant sur la hauteur. Il voit au loin dans le pré le sarrasin qui file au galop et disparaît par instants entre les noyers. Le cheval de Rimbaud est une flèche. On dirait qu'il attendait la première occasion pour se lancer dans une course. Le jeune homme est tout content. Pour finir,
sous ses coquilles inanimées, un cheval est toujours un cheval, un homme, un homme. Le Sarrasin penche vers la droite. Pourquoi? Maintenant Rimbaud est certain de le rejoindre. Mais voici que sur la droite, un autre Sarrasin surgit des fourrés et lui coupe la route. Les deux infidèles se retournent. Les voilà sur lui. C'est une embuscade. Rimbaud se jette en avant, sabre au clair, et crie « Lâche !» L'un d'eux est sur lui, le homme noir et biscornu, comme un frelon. Le jeune homme part un coup d'épée et donne un coup à plat sur le bouclier de l'adversaire. Mais le cheval fait un écart. Et puis il y a l'autre, le premier, qui le serre. Et maintenant Rimbaud doit jouer de l'épée et du bouclier, et faire un tour sur lui-même à son cheval, en serrant ses flancs entre ses genoux. « Lâche !» crie-t-il, et sa colère est une vraie colère, et leur combat est un vrai combat acharné. Et la réduction de ses forces, alors qu'il essaie de se garder contre deux ennemis à la fois, et cette vraie torpeur bouleversante qui gagne ses os et son sang. Et peut-être que Rimbaud va mourir, maintenant qu'il est sûr que le monde existe. Et il ne sait pas si mourir maintenant est plus triste ou moins triste. Il les avait tous les deux sur lui. Il reculait. Il tenait bien serré le pommeau de son épée, comme s'il s'y était accroché. S'il perd son épée, il est perdu. C'est alors qu'à cet ultime instant, il entendit un galop. À ce son, comme à un roulement de tambour, les deux ennemis se détachèrent de lui d'un même mouvement. Ils se protégeaient en brandissant leurs boucliers. Et c'étaient eux maintenant qui reculaient. Rimbaud lui aussi se retourna. Il vit à ses côtés un cavalier, aux armes des chrétiens, qui portait au-dessus de sa cuirasse une houppelande couleur pervenche. Un cimier de longue plume, elle aussi couleur pervenche, flottait sur son homme. En faisant virevolter à vive allure une lance légère, il tenait les Sarrasins à distance. Les voici maintenant coude à coude, Rimbaud et le cavalier inconnu, ce dernier avec ses moulinets de lance. Un des deux ennemis tente une feinte et voudrait lui faire voler la lance de la main. Mais le cavalier pervenche, à cet instant précis, accroche la lance à l'anneau du boucletot et empoigne l'estoc. Il se lance sur l'infidèle. C'est le duel. Rimbaud, à voir avec quelle légèreté son sauveteur inconnu manie l'estoc, oublie presque tout. Et pour peu, il resterait là, immobile, à le regarder. Mais cela ne dure qu'un moment. Il se lance sur l'autre ennemi, dans un grand fracas de bouclier. Et c'est ainsi qu'il combat aux côtés du chevalier pervenche. Et à chaque fois que les ennemis se lancent dans un nouvel assaut inutile et reculent, chacun se met à combattre avec l'adversaire de l'autre, en une rotation rapide. Et de cette manière, ils les étourdissent par leurs talents divers. Combattre côte à côte avec un compagnon d'armes est une chose bien plus belle que combattre tout seul. On s'encourage, on se réconforte. Et le sentiment d'avoir un ennemi et celui d'avoir un ami se fondent dans une même chaleur. Souvent, pour se donner du cœur, Rimbaud lance des cris vers l'autre. L'autre se tait.
Le jeune homme comprend alors que, pendant la bataille, il faut économiser son souffle. Et il se tait, lui aussi. Mais il n'est pas content de ne pas pouvoir entendre la voix de son compagnon d'armes. La bagarre se fait plus dense, et voici que le guerrier Pervenche fait tomber de cheval son sarrasin. Ce dernier, à pied, prend le maquis. L'autre se jette sur Rimbaud, mais dans le choc, il casse son épée. Par peur d'être fait prisonnier, il fait tourner son cheval et s'enfuit à son tour. « Merci, mon frère !» dit Rimbaud à son sauveteur, découvrant son visage. « Tu m'as sauvé la vie !» Et il lui tend la main. « Mon nom est Rimbaud des Marquis de Roussillon, bachelier. » Le cavalier Pervenche ne répond pas. Il ne daigne ni dire son nom, ni serrer la main droite tendue par Rimbaud, ni découvrir son visage. Le jeune homme devient tout rouge. « Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ?» Et voilà que l'autre fait pivoter son cheval et s'éloigne au galop. « Chevalier, même si je te dois la vie, je considère ta conduite comme une offense qui mérite la mort !» crie Rimbaud. Mais le cavalier Pervenche est déjà loin. La reconnaissance pour son sauveteur inconnu, la communion muette née au combat, la colère envers cet affront inattendu, la curiosité pour ce mystère, l'acharnement à peine apaisé par la victoire qui cherche tout de suite d'autres objets. Et voilà que Rimbaud éperonne son cheval pour se lancer à la poursuite du guerrier Pervenche et crie « Tu me paieras cet affront, qui que tu sois !» Il éperonne encore, mais le cheval ne bouge pas. Il le tire par les mors, le museau retombe. Il essaie de l'ébranler depuis ses arçons. Il brinque-balle comme un petit cheval de bois. Rimbaud descend alors de cheval. Il soulève le chanfrein de fer et voit l'œil blanc. Le cheval est mort. Un coup d'épée sarrasine a pénétré entre deux lames du carapaçon et l'a atteint au cœur. Le cheval se serait effondré par terre depuis un bon moment, si les enveloppes de fer dont ses pattes et ses flancs étaient ceints ne l'avaient maintenu dans sa raideur, et comme planté à cet endroit. Dans le cœur de Rimbaud, la douleur pour ce valeureux destrier mort sur ses pattes, alors qu'il l'a servi fidèlement jusque-là, l'emporte un moment sur la fureur. Il jette ses bras autour du cou de son cheval immobile, comme une statue, et l'embrasse sur son museau froid. Puis il se ressaisit, sèche ses larmes, et à pied s'éloigne en courant. Mais où pouvait-il aller ? Il se retrouvait à courir par des sentiers malaisés, sur la pente d'un torrent au milieu de bois, sans le moindre signe de bataille autour de lui. Les traces du guerrier inconnu s'étaient perdues. Rimbaud avança au hasard, désormais résigné au fait de l'avoir perdu. Mais il pensait encore « Mais je le retrouverai. Dussé-je aller au bout du monde ?» Maintenant, ce qui le tourmentait le plus, après cette matinée de feu, c'était la soif. En descendant vers la rive du torrent pour boire, il entendit du mouvement parmi les branches. Attaché à un noisetier par une bride lâche, un cheval broutait l'herbe d'un pré, débarrassé des pièces les plus lourdes de sa cuirasse, qui traînait à côté.
Il n'y avait aucun doute. C'était le cheval du guerrier inconnu, et le cavalier ne devait pas être loin. Rimbaud se jeta entre les joncs, à sa recherche. Il parvint au bord de l'eau. Il passa la tête à travers les feuillages. Le guerrier était là. La tête et le torse étaient encore enfermés dans la cuirasse, et le homme impénétrable comme un crustacé. Mais il avait enlevé cuissard, genouillère et grève, et il était donc nu de la ceinture aux pieds, et il courait pieds nus sur les galets du torrent. Rimbaud n'en croyait pas ses yeux, parce que cette nudité était celle d'une femme. Un ventre lisse, duveté d'or, et de rondes fesses de rose, et de longues jambes de jeune fille. Cette moitié de jeune fille, la moitié de crustacé avait désormais une allure encore plus inhumaine et inexpressive, tourna sur elle-même, chercha un lieu accueillant, tendit un pied d'un côté du ruisseau et l'autre de l'autre côté, plia à peine les genoux, y appuya ses bras aux cubitières de fer, poussa sa tête en avant, et la croupe en arrière, elle se mit, tranquille et altière, à faire pipi. C'était une femme aux lunes harmonieuses, au duvet tendre et au doux jet. Rimbaud tomba immédiatement amoureux d'elle. La jeune guerrière descendit vers le rivage, à nouveau sur les eaux, fit une rapide ablution, frissonna un peu, et remonta à petits sauts sur ses pieds nus, tout roses. C'est alors qu'elle se rendit compte de la présence de Rimbaud, en train de l'épier parmi les joncs. « Schweinehund !» cria-t-elle, et de sa ceinture, elle tira un poignard qu'elle lança contre lui. Non pas du geste sûr de la femme parfaitement exercée au maniement des armes qu'elle était, mais avec l'éclat de rage de la femme folle de colère, qui envoie à la tête d'un homme une assiette, une brosse à cheveux, ou tout ce qui lui tombe sous la main. Quoi qu'il en soit, elle rata le front de Rimbaud d'un cheveu. Le jeune homme, penaud, se retira. Mais à peine un instant était-il passé qu'il brûlait de se présenter à elle, de lui révéler d'une manière ou d'une autre qu'il était tombé amoureux d'elle. Il entendit un bruit de galop. Il courut auprès. Le cheval n'était plus là. Elle avait disparu. Le soleil déclinait. C'est alors seulement qu'il se rendit compte qu'une journée entière s'était écoulée. Fatigué, sans monture, trop bouleversé par toutes les choses qui lui étaient arrivées pour être heureux, trop heureux pour comprendre qu'il avait troqué l'angoisse qui le tenaillait auparavant pour des angoisses plus brûlantes encore, il rentra au campement. « Vous savez, j'ai vengé mon père. J'ai gagné. Izoard est tombé. Et moi ?» Mais il racontait de manière confuse, trop vite parce que le point auquel il voulait arriver était différent. « Et j'en affrontais deux à la fois. Et un cavalier est arrivé pour me secourir. Et puis j'ai découvert que ce n'était pas un soldat, que c'était une femme, d'une très grande beauté. De visage, je ne sais pas. Sur l'armure, elle porte une jupe couleur pervenche. » Ricanèrent ses compagnons de tente, tout occupés à étaler de longs gants sur les blessures dont ils avaient la poitrine et les membres couverts, dans l'odeur épouvantable de transpiration qui se dégage à chaque fois qu'on enlève son armure après la bataille. « La Bradamante. Tu veux te mettre avec la Bradamante, mon coco. C'est ça.
C'est toi qu'elle va vouloir. Bradamante, ou elle se tape les généraux, ou bien les valets d'écurie. Tu ne l'attraperas pas, même si tu lui mets du sel sur la queue. Rimbaud fut incapable de dire un mot de plus. Il sortit de la tente. Le soleil se couchait, rouge. Hier encore, en voyant le soleil se coucher, il se demandait « Qu'en sera-t-il de moi demain au coucher du soleil ? Aurais-je surmonté l'épreuve ? Aurais-je la confirmation que je suis bien un homme, que je laisse une empreinte quand je foule le sol ? Et voilà, tel était le coucher du soleil de ce lendemain. Et les premières épreuves, à peine surmontées, n'avaient déjà plus aucune importance. Et la nouvelle épreuve était inattendue et difficile. Et la confirmation ne pouvait venir que de là. Dans l'état d'incertitude où il se trouvait, Rimbaud aurait voulu pouvoir se confier au chevalier à l'armure blanche, comme au seul homme capable de le comprendre, sans qu'il eût su dire pourquoi.